Ils sont les cueilleurs de l'infortune. Dans les sous-bois humides de la jungle bolivienne, ils récoltent en famille les coques pourries, des amandiers géants. Ici, Romer. Il y en a beaucoup ici. Elles sont toutes tombées là. L'endroit est infesté d'insectes et de serpents. Janko, l'aîné de la fratrie, ne veut plus y plonger ses mains. Moi, je ramasse les coques avec cette canne pour me protéger des scorpions, des araignées. Souvent, on confond les coques avec des vipères. Quand j'étais petit, un serpent m'a mordu. La piqûre m'a cloué au lit pendant 1 mois. Je ne marchais plus, le venin était très très fort. Et j'ai même perdu la vue. Claudia, la femme de Janko, n'a jamais été mordue et récolte à main nue. Mais sa hantise, ce sont les tarentules. Elles peuvent piquer. Et là, c'est mortel. Pendant des heures, toute la famille s'épuise pour réunir les coques sous les amandiers géants. Regarde, il fait entre 40 et 50 mètres. Une coque peut tomber et elle peut te fracasser le crâne. Tu peux en mourir. Cette année, il y a eu 3 morts sur notre territoire. Les coques sont trop lourdes pour être transportées. Il faut les ouvrir pour en extraire les noix qui renferment les amandes exportées dans le monde entier. À la fin de la journée, ils ont rempli 2 sacs d'amandes, beaucoup trop lourds. C'est impossible à porter. Il pèse 80 kilos. La solution vient souvent de la nature. En quelques instants, l'écorce des arbres devient un solide harnais. La pluie tropicale menace et risque d'effacer les traces du sentier. La petite famille décide de sortir au plus tôt de la forêt profonde. Sur le chemin du retour, le jeune couple qui se connaît depuis l'enfance sait déjà que ce sac d'amandes ne rapportera pas assez d'argent pour toute la famille. Et il n'est plus possible de récolter car les pluies torrentielles transforment la forêt en bourbier pendant des semaines. Ah, c'est de l'argent que tu veux? Bien sûr, donne-moi 58 €. Non, tu auras 42 €. 42 €, soit 25 centimes le kilo. Ces tarifs toujours plus bas maintiennent les récolteurs boliviens dans une grande pauvreté. Les précieuses amandes commencent un voyage périlleux à travers l'Amazonie bolivienne jusqu'à la capitale, La Paz. Des cargaisons qui sont transportées dans des conditions effroyables. Ne te penche pas. Cette route est impraticable, c'est horrible. Des usines qui tirent grand profit de milliers de petites mains. On a mal partout, aux mains, aux bras. Des tonnes d'amandes qui se vendent à l'extérieur du pays 100 fois plus cher que le prix d'achat aux récoltants. En Bolivie, une autre richesse est pillée dans la forêt, le bois. Et moi, ça me fait de la peine qu'on coupe autant de bois. Un massacre qui bouleverse l'écosystème
et provoque des dérèglements climatiques sans précédent. C'est très mauvais. Ça monte, ça monte. Ce matin, un chargement d'amandes menace de pourrir à cause de l'humidité. Pour éviter des pertes, Edgar doit l'acheminer le plus vite possible dans une usine de retraitement. Mais il vient de découvrir que son réservoir est vide et doit racheter du carburant à un collègue. Hier, des villageois m'ont volé du carburant. Malgré ses ennuis, Edgar est heureux, car pour une fois, il ne fera pas le voyage seul. Merci mon ami, merci. Ce taxi vient de lui déposer son fils, qu'il n'a pas vu depuis des mois. Comment tu vas? Quoi? Pour le petit Alan, le camion bleu de son père est un jouet fabuleux. Je suis vraiment content. C'est la première fois que je voyage avec lui. La dernière fois, il était vraiment bébé. Il n'avait que 5 mois. Regardez comme il est grand maintenant. Seigneur, bénis ma famille et mon camion. Que tout se passe bien, selon ta volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Edgar a divorcé il y a 1 an. Il vit seul et ce voyage pendant les vacances scolaires est la seule occasion de revoir son fils Alan. Il me disait toujours, « Papa, emmène-moi. Je veux t'accompagner. » J'étais très ému d'entendre ça. Il me manquait, du coup, je l'ai emmené avec moi. Dans 3 jours, c'est la rentrée des classes pour Alan, à 1370 km d'ici. S'il est en retard, Edgar craint que son ex-femme ne lui confie plus la garde de son fils. Mais c'est la saison des pluies et la forêt déjà inondée déborde sur la piste en ralentissant la progression. En bas de cette descente, un camion s'est embourbé. Je peux te tirer avec le câble si tu veux. Dans la chaleur étouffante, les animaux suffoquent et pour vaincre la fatigue, le chauffeur mâche des feuilles de coca. On est très ennuyés, on est coincés là. Il faut vite emmener les cochons au village. Regarde, il y en a un qui est déjà mort sur la route. Je ne veux pas qu'un autre meure. Le chauffeur persiste et s'embourbe un peu plus. Là-bas, ce camion, il va tomber. On va rajouter une corde et puis on va le sortir. Évidemment, ça marche. Car pour Alan, son père, c'est Superman. Mon papa, il est arrivé ici et il a réussi à tirer le camion. Edgar n'est pas propriétaire de son camion. Et une fois payé la location, le carburant et la nourriture, ce voyage lui laissera à peine de quoi vivre. Ne te penche pas. Je me fais 2 € par sac. Ce n'est pas du tout suffisant. Parce que j'ai aussi plein de dettes auprès des banques. Des dettes contractées à la suite d'un accident. En Bolivie, pas d'assurance. Les chauffeurs sont responsables de leur cargaison et payent la casse en cas de problème.
Mon camion a glissé sur le côté et il a fini par se renverser. Et évidemment, il s'est mis à pleuvoir. J'étais chargé de légumes et toute la cargaison a été endommagée. Une autre épreuve attend maintenant Edgar. Il doit traverser un affluent de l'Amazone, le Rio Beni. Cette année, les pluies exceptionnelles provoquent une crue gigantesque. Edgar est une nouvelle fois bloqué. Je ne peux pas traverser, il n'y a pas de bac. Je vais voir s'il a une solution. Le quai a disparu sous les eaux. Pas de bac pour traverser. Un bac, luttant contre le courant, arrive enfin. Edgar fait partie des premiers à embarquer, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Normalement, on met 2 camions, mais ils veulent en mettre 3. Ils essaient de le faire passer. Le bus est trop long. Alors les marins laissent la roue arrière reposer sur la fragile rampe d'accès du bac rouillé. Car la devise ici, c'est d'accepter un maximum de clients en ignorant la sécurité. De bac en bac, Edgar progresse difficilement. Et sur le dernier, presque une épave, un câble vient de lâcher. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être un problème mécanique. Ils disent qu'un câble qui tient le ponton a cédé. L'embarcation est hors de contrôle. Le remorqueur n'est plus solidaire du bac. Il dérive. Il frôle dangereusement les berges du fleuve. Le câble de direction enfin réparé, le pilote arrive in extremis à redresser la barre. Après 445 km et 3 jours de route, Edgar arrive à la première étape de son voyage, Riberalta. Aujourd'hui, 100 000 habitants vivent dans ces rues boueuses et dépendent pour leur travail d'une dizaine d'usines de retraitement des amendes. Dans cet entrepôt, des millions de précieuses graines arrivent chaque jour. À cause de l'humidité, elles pourrissent souvent avant d'être décortiquées. Il faut donc les assécher en les ventilant. Et comme il n'y a pas de soufflerie, des hommes déplacent donc des montagnes d'amandes, sans relâche. Et dès qu'elle est terminée, cette opération recommence à l'autre bout de l'entrepôt. On est malade, on a mal à la tête. C'est à cause de la chaleur, on ne peut pas respirer ici. Dans cette atmosphère polluée, des bactéries contaminent souvent les amandes. Maya, la directrice de l'usine, résout ces problèmes avec des moyens dérisoires. À partir d'ici, on entre dans une zone blanche. La norme, c'est d'utiliser des uniformes avec un tablier et des charlottes. Maintenant, je suis prête pour pénétrer dans l'atelier où l'on casse des noix. Et là, nous découvrons ce hangar où 1000 ouvriers, en majorité des femmes, décortiquent manuellement les amandes.
Les amandes continueront leur route jusqu'aux étals des épiceries fines du monde entier. Elles y seront vendues 25 € le kilo. Les ouvriers, eux, seront payés 100 fois moins, 25 centimes d'euros par kilo. De son côté, Edgar vient d'apprendre que la route vers La Paz est inondée et impraticable. Il ne sait pas comment accompagner Alan pour la rentrée des classes. Les pluies exceptionnelles ne cessent pas et le fleuve Beni déborde maintenant sur des millions d'hectares. La route principale vers la capitale est immergée. Le pays est coupé en deux. Les courants emportent la chaussée sur des dizaines de kilomètres. Les voyageurs sont pris au piège sur des îlots sans issue. On ne peut pas passer, c'est infranchissable. Ça fait une semaine qu'on est bloqué ici. On n'a plus à manger. Ma cargaison est en train de pourrir. Les femmes des chauffeurs cuisinent pour tout le monde. Vous avez de l'eau potable pour la cuisine? Non, pas d'eau potable. On récupère la pluie qui tombe sur les tentes. Ça fait 4 jours qu'on est ici. On a mis 1 mois pour venir de Riberalta. 1 mois pour faire 400 km? Oui, à cause des trous sur la route. Sans aucune aide, pour tenter de s'en sortir, certains tentent l'impossible. On se sert des pierres pour boucher les trous et passer par là. C'est moins dangereux. On doit creuser à la main. On n'a pas d'autre solution. On doit le faire nous. On n'aura pas d'aide. Mais pourquoi vous n'avez pas d'aide? Il n'y a pas d'argent pour les routes. Il n'y a pas d'argent et ils n'envoient pas de machine. Ils en ont, mais pas d'essence à mettre dedans. Sur la route, pour sauver leur cargaison, des chauffeurs intrépides essaient de passer en force. Mais au bout de 200 mètres, Ah, c'est pas vrai. C'est profond! C'est profond! quelques kilomètres plus loin, le pont de la route principale s'est effondré. La puissance des rapides aggrave la situation. Juste une fragile passerelle relie les 2 berges. Au pied du pont, chaque pelletée de terre est immédiatement balayée par le courant. Il y a environ 1 mètre d'eau. C'est dangereux parce que le courant est très puissant. Un bulldozer de l'armée aide un autocar transportant des militaires à franchir le fleuve. Et ils ne vont faire passer que ce bus. Seulement un bus? Oui, un seul. Celui-là, c'est tout. Parce qu'il est rempli de soldats qui partent en mission. Lassé d'attendre, Ramiro tente le tout pour le tout, même s'il risque d'être emporté par le courant. Mon camion pèse 55 tonnes. Allez, j'y vais, je vais passer. Avec un camion de 55 tonnes, s'il s'enlise, il ne s'en sortira pas. On est passé! Ramiro doit maintenant passer une zone de montagne, érodée par la déforestation. Ici, de nombreux chargements de bois illégaux ont ravagé la piste tortueuse gorgée d'eau depuis des semaines.
Je n'ai jamais transporté de bois illégal. C'est trop risqué. Si les gardes forestiers ou la police te chopent, ils peuvent te confisquer le camion. Cette route est en très mauvais état. Il y a beaucoup de glissements de terrain. Et il faut être très prudent. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux te retourner. La pluie ne cesse pas. La Bolivie s'enfonce lentement dans une catastrophe naturelle de grande ampleur. Partout, les glissements de terrain se multiplient. En quelques semaines, 4 années de travaux et des millions de dollars investis pour refaire cette route sont réduits à néant. Il y a aussi des petites voitures au châssis trop bas, échouées. Je suis avec mes enfants. On n'a plus de nourriture, mais on le supporte. On va essayer d'aller au village pour trouver quelque chose à manger. Pour essayer de manger. Pour avancer, il faut réduire le talus central, mètre par mètre, à la main. Et quand on s'élance, on ne peut plus freiner. J'ai un sentiment de tristesse. Comment nos routes peuvent être dans cet état? La pluie détruit tout. J'ai beaucoup de peine pour mon pays. Notre travail est un sacrifice. On quitte son foyer, sa femme, pour travailler dans ces conditions. Ramiro progresse lentement vers La Paz. Mais cette fois, c'est toute une colline qui a balayé la route. Incroyable. La colline s'est effondrée, tout est tombé. C'est impossible de passer comme ça. Il faut qu'ils arrangent ça. Et il y a du boulot. Excusez-moi, vous savez combien de temps ça va prendre? Non. Un glissement de terrain a emporté la route, 100 mètres plus bas. Oh, c'est haut. Le problème, c'est qu'à tout moment, ça peut continuer à s'effondrer, surtout si les pluies persistent. Comme vous pouvez le voir, l'eau continue à couler par là. Mais les gens passent quand même. Oui, à leurs risques et périls. C'est très dangereux. Regardez, ça continue à glisser là-bas. Il va nous falloir 3 ou 4 jours pour bien stabiliser la route. Mais les voyageurs n'ont pas le choix et bravent le danger. On va marcher. On essaie d'arriver à La Paz. Et jusqu'à La Paz, la route est encore longue. 200 km. Mais je me demande quand je vais pouvoir rentrer chez moi. Avec ce temps, tu ne sais jamais quand tu arrives à destination. Ramiro patientera encore 4 jours avant de passer.
À 3800 mètres d'altitude, La Paz, la capitale des Andes, émerge à peine d'un déluge de pluie. Le petit Alan a retrouvé les bancs de l'école, mais avec une semaine de retard. Avec son père Edgar, ils ont été rapatriés par un pont aérien mis en place par le gouvernement. Heureusement qu'on est rentré en avion. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés par la route et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas arrivés. Sans son camion resté coincé en Amazonie, Edgar ne peut pas reprendre la route. Il gagne ses journées en effectuant des petits boulots. Je ne peux pas conduire et c'est mon seul travail. Je suis un chauffeur sans boulot. Comment je vais faire pour nourrir toute ma famille ?